Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Nous sommes le lundi 20 novembre 2023 et repartons pour une nouvelle semaine ensemble. On fait le point sur ce qui nous attend durant cette demi-heure d'information et nous évoquerons la pauvreté. Les femmes sont en première ligne, c'est le constat qui a été fait par le Secours catholique. De l'inauguration aussi le Galet, restaurant pédagogique à La Roche-sur-Yon qui a été tout récemment rénové. Il y aura également une page consacrée au sport, du foot, du hand, mais aussi du basket à suivre. D'ailleurs, Alexandre Le Naour me rejoindra dans quelques instants pour le JDS. Le jeu de la semaine, qui dit nouvelle semaine, dit nouveau jeu avec le jeu de la Vendée à remporter tout à l'heure. Restez bien avec nous, il y a la question qui arrive et son premier indice. On passe à la météo du jour, les prévisions météo. Et vous le voyez, le ciel alterne entre éclaircies et nuages dès ce début de journée. Le temps reste calme et les températures de leur côté sont stables. Vous prévoyez ce matin 11 degrés à l'intérieur des terres, 13 à l'ouest. En début d'après-midi, le ciel se charge de nuages par le nord et une ligne d'averse balaie le département. Le vent pourrait même souffler jusqu'à 70 km/h en front de mer. On aura au meilleur de la journée entre 13 et 14 degrés, un peu au-dessus des normales de saison. Après la météo, voilà la carte des marées. La pleine mer est prévue à 10h08 pour être précis. La prochaine, c'est dans la soirée, 23h13. Entre les deux, nous avons la basse mer à 15h55, coefficient marée 49,48. Les marchés alimentaires, on a Noirmoutier, les Sables d'Olonne ou encore, comme vous pouvez le voir, Jars-sur-Mer. Vous l'avez compris, ça se passe du côté du littoral le lundi. Cette info trafic à vous communiquer à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 8 décembre. Le conseil départemental de la Vendée procède à la réparation du pont de la Morandière situé sur la RD 94 entre Saint-Paul, Montpény et Palluau. La liaison est assurée par une déviation empruntant la RD 50 et la RD 2. Et puis sachez aussi qu'à La Roche-sur-Yon, la campagne d'effarouchement débute ce soir jusqu'à mercredi. Objectif, empêcher les étourneaux de rester tout l'hiver en centre-ville et provoquer des nuisances auprès de la population. Nous sommes le lundi 20 novembre 2023 et le 20 novembre, nous embrassons les Octavia et les Tavis. Plusieurs journées mondiales aujourd'hui, celle des droits de l'enfant, du souvenir en hommage des victimes des accidents de la route, mais aussi l'industrialisation de l'Afrique. Son Goku, personnage de bande dessin animé, fête son anniversaire, il a 39 ans aujourd'hui. Et je vous donne la citation du jour, écoutez bien. Terre retournée et blé semé, le ciel peut neiger. 17h27, c'est l'heure à laquelle le soleil va se coucher ce soir. Une petite minute de jour en moins par rapport à hier. Allez, place au journal 100% Vendée de la rédaction, c'est parti. Face à la pauvreté, les femmes sont en première ligne. C'est le constat du Secours catholique dans son rapport 2023. Ce sont les premières victimes, surtout celles qui ont des enfants. En Vendée, 14 000 personnes sont accompagnées au quotidien par 2000 bénévoles. Le focus est fait cette année avec la sortie du rapport statistique national sur la précarisation des femmes qui sont plus de la moitié à venir nous retrouver, des mamans solo qui ont du mal à joindre les deux bouts avec les factures d'électricité, les loyers et puis la nourriture. Et puis également des femmes plus âgées qui sont des femmes soit veuves, soit divorcées, qui ont aussi des difficultés à joindre les deux bouts. Je ne peux pas travailler à l'heure actuelle. J'ai dû faire appel au Secours catholique qui, eux, au début, m'ont aidé, m'ont écouté, ont su me diriger vers les services sociaux et pour pouvoir m'en sortir un petit peu. Céline, Kiaran, Domingos, ces 3 tempêtes ont balayé la Vendée entre fin octobre et début novembre. Le département n'est plus en vigilance orange pour les crues ce matin, mais en jaune. Une conséquence des fortes précipitations de ces dernières semaines et d'une augmentation des coefficients des marées hautes. Qu'est-ce que cela signifie? Élément de réponse avec Alix Lanos. C'était lors du journal de vendredi soir. Eh bien, c'est un dispositif qui a été créé en 2001 suite aux tempêtes de 99. Il permet d'avertir la population des risques liés aux intempéries. Alors, pour émettre une vigilance, Météo France se base sur les observations et sur les prévisions. Aujourd'hui, 9 phénomènes sont couverts. Les vents violents, pluie, inondation, vagues submersion, orages, crues, neige verglas, avalanche, grand froid et canicule. Alors évidemment, les données tiennent compte des spécificités de chaque département. Quelques centimètres de neige peuvent
peuvent ici en Vendée impacter le trafic routier, ce qui ne sera pas le cas dans les départements montagneux qui ont plus l'habitude de ces phénomènes. Il y a 4 couleurs de vigilance, graduées du vert au rouge, le rouge étant évidemment la vigilance absolue où des phénomènes d'intensité exceptionnels sont prévus. Mais revenons sur la vigilance aux crues. En France, 3000 capteurs radars sont installés au niveau des écluses ou sur les ponts et mesurent en temps réel la hauteur des cours d'eau et leur débit. Ces informations sont ensuite transmises quasiment en temps réel sur le site vigicru.gouv.fr. Les préfectures, les mairies utilisent ces données pour suivre les épisodes pluvieux et les crues en cours et puis pour pouvoir adapter le dispositif de prévention et de sécurité. Par exemple, au Mazo, une commune du sud Vendée dont certains endroits sont littéralement sous l'eau de la Sèvre niortaise qui est sortie de son lit, eh bien le maire a scruté et continue de scruter quotidiennement le site de Vigicru. On l'écoute. Je surveille la Sèvre niortaise, mais ses affluents. On cumule la Sèvre niortaise, on cumule l'Autise, on cumule la rivière Vendée. Ça nous donne un volume de X et à partir de là, on sait que ça ne va pas pouvoir passer tout à la sortie. Pour nous, en tant qu'élus, c'est hyper important parce que ça nous permet justement de s'adapter à l'évolution. On sait qu'on a 2 jours entre l'eau qui arrive de Niort et d'autres rivières, on a une journée ou 2 devant nous pour s'organiser. On prend les mesures nécessaires déjà pour la voirie, pour pouvoir au moins en première partie de pouvoir continuer à circuler en voiture en sécurisant les berges et puis de prévenir la population. Voilà ce qui arrive. Voilà ce qu'on peut s'attendre. Donc, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Que peut-on faire? Alors grâce à toutes ces informations, le maire du Mazo a pu prendre pour la première fois de sa carrière de maire, qu'il a débuté en 2014, la décision de déclencher le plan communal de sauvegarde et pouvoir ainsi évacuer certains habitants, car comme vous pouvez le voir sur ces images, il y a vraiment toute une partie de la commune, le village de la Sèvre, qui est totalement inondé, avec des routes impraticables sans véhicules adaptés. Le maire, qui est natif de la commune, me disait que ce n'est pas une crue historique, mais que ça faisait bien une vingtaine d'années qu'on n'avait pas vu des phénomènes aussi importants et surtout aussitôt dans la saison. Et d'ailleurs, à l'avenir, une réflexion doit s'engager parce qu'avec le dérèglement climatique en cours, on peut s'attendre à ce que des épisodes pluvieux comme celui-ci se répètent. Selon l'Organisation météorologique mondiale, le nombre de catastrophes d'origine météorologique a été multiplié par 5 depuis 1970, mais dans le même temps, on a observé 3 fois moins de décès, notamment grâce au dispositif d'avertissement précoce. Financée par l'État, la ligne Cholet-les-Herbiers devrait rouvrir à l'horizon de 2030. Le sujet était sur la table lors d'une session du Parlement des territoires au Conseil régional des Pays de la Loire à Nantes jeudi dernier. Une bonne partie des voyageurs sera captée par le Puy du Fou. Le parc pourrait donc être desservi par une gare. C'est en tout cas ce qu'il est espéré pour 2027. Le CEAS Vendée a 60 ans. Près de 50 personnes étaient présentes vendredi matin à l'heure de la première matinale sur l'évaluation de l'utilité sociale organisée à l'occasion de cet anniversaire. Le CEAS réalise des missions favorisant une approche transversale et territoriale des enjeux de société. Il intervient également dans la formation des apprentis sur les métiers du secteur social médico-social. Donc l'utilité sociale, c'est chercher à montrer en quoi la structure, elle répond à des besoins du territoire, mais également elle permet aux personnes qu'elle accompagne ou à ses adhérents d'être mieux dans la société, de contribuer à leur développement, à leur épanouissement. Voilà. On a commencé la matinée avec un petit temps où chacun a pu dire, à partir d'une petite carte, ce que représentait pour lui une utilité sociale. Et les mots qui sont sortis, c'est bien-être, lien social, solidarité, sourire, être utile aux autres, voilà. A eu lieu l'inauguration du restaurant pédagogique que l'on appelle également restaurant d'application de l'apprentissage Le Galet, tout récemment rénové. Lieu d'enseignement et de formation des étudiants et apprentis. Il se situe au lycée Édouard Branly à La Roche-sur-Yon. L'inauguration était organisée par le Greta CFA. Le lycée Branly dispose de 3 restaurants d'application. Celui-ci, donc ce restaurant qui s'appelle le restaurant Le Galet, est un restaurant qui avait besoin d'un petit rafraîchissement. Et donc on a souhaité faire appel à une société, la société Magenta, qui nous a en fait proposé des projets pour en faire un restaurant avec une décoration actuelle, avec tous les goûts, les tendances, et qui répondait en même temps au cahier des charges, en fait, l'exigence d'avoir en fait un bel outil de travail pour nos apprentis. Il y en avait besoin, parce que c'est vrai que c'était un établissement, notamment le mobilier, le matériel, datait plus de 10 ans. Donc il fallait redonner un petit coup de jeune.
Ça a changé parce que déjà pour nos jeunes, ils sont, on va dire, dans un cadre plus agréable. Bon, et nous aussi, je ne vous cache pas qu'en tant que formateur, on a un cadre tout neuf, tout est vraiment fait pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. Et puis aussi pour nos clients qui, on va dire, apprécient d'avoir un cadre beaucoup plus moderne, beaucoup plus aéré, beaucoup plus lumineux. Un nouveau souffle pour le port bourgeonnais inauguré en 1985, un site qui a vu passer de nombreux touristes depuis sa création, mais aussi de nombreuses compétitions nautiques. De gros travaux sont au programme dès 2024, la fin de l'aménagement est prévue en 2026. Les activités seront maintenues en période de chantier. Le projet, qui va donner un nouveau visage à ce site emblématique de Talmont-Saint-Hilaire, offre près de 1700 m² de surface commerciale, avec un restaurant panoramique ou encore des kiosques saisonniers. Alors on parle d'un ensemble immobilier qui est totalement intégré à la falaise qui est juste sur l'arrière de Port-Bourgeonnais, avec au rez-de-chaussée tous les services aux plaisanciers, donc capitainerie ainsi que l'office de tourisme Vendée Grand Littoral, et puis des cellules commerciales qui seront des cellules de restauration, mais pas seulement. Il y aura tout type de services à la fois pour les plaisanciers mais également pour les habitants du Talmondais, et puis un rooftop, un toit totalement public avec un restaurant panoramique, 2 kiosques saisonniers pour amener également des services à ses visiteurs. Allez, c'est le moment d'ouvrir une page sport avec du football. Tout d'abord, l'équipe du Vendée Les Herbiers s'est imposée face à Avranches, se qualifiant pour le prochain tour de la Coupe de France. Avranches ouvre le score dans la première période 1-0. Mais les Herbretais ne lâchent rien et égaliseront à la 77e minute par Valentin Rémy qui signera un doublé avec un deuxième but 3 minutes plus tard. Victoire du VHF 2-1 sous les applaudissements des 1600 spectateurs présents à Massabielle. Football et 7e tour de la Coupe de France. Toujours, Esnay Football s'est incliné face à l'équipe de Libourne. 3 divisions d'écart, les Vendéens n'ont pas démérité pour autant, tenant leur adversaire au score jusqu'à la fin de la première période 0-0. Il faut attendre la 66e minute pour que les Girondins marquent par Coutry. Mais les Vendéens réussissent à égaliser sur coup franc direct de Clément Béranger. Libourne marquera un dernier but juste avant la fin du match, signifiant la fin de l'aventure en Coupe de France pour les Vendéens. Le 8e tour de la compétition aura lieu le week-end du 9 décembre. Nous poursuivons avec du hand. Samedi soir, le Pouzauges Vendée Handball recevait le cercle Paul Bert à Rennes à la salle de l'Étoile. Rencontre comptant pour la 10e journée de National 1 masculine. Les Pouzaugés vont être distancés dès le début de la partie avant de revenir progressivement à hauteur des Bretons. Le PVHB va voir Rennes reprendre de l'avance avant la pause. Les Vendéens vont rester au contact de leur adversaire mais sans jamais parvenir à égaliser. Pouzauges ne reviendra pas et s'incline finalement 33-25. Bon dernier, Pouzauges comptabilise une seule victoire en 10 rencontres et n'a toujours pas gagné à domicile. Réaction de l'entraîneur. On avait fait un pas en avant la semaine passée à Cesson en gagnant et en faisant un match plutôt cohérent. Et ce soir, on fait 2 pas en arrière. On perd, notre défaite est logique. On n'a pas été cohérent dans l'ensemble du match, que ce soit défensivement, offensivement. L'objectif, c'était de confirmer qu'on était capable de mieux jouer. Et en fait, on fait tout l'inverse ce soir. Donc, très, très déçu de ce match. Et puis terminons avec du basket. C'était à suivre sur TV Vendée ce dimanche après-midi. L'équipe de La Roche Vendée Basket Club recevait celle de Bourges à la Halle des Sports des Oudéry pour le compte de la 7e journée de la Ligue féminine. Pas d'exploit pour les Tigrationnaises qui ont pourtant bien débuté la rencontre, grâce notamment à une solide défense devant au tableau d'affichage après 10 minutes de jeu. Elles ne sont menées que de 2 points, 25-27 à la mi-temps. Ça se complique ensuite en deuxième période. Si le RVBC est encore dans le coup à la fin du 3e quart-temps en étant mené dès 8 points, elle craque pour finalement s'incliner assez lourdement sur le score de 71-53. Réaction de l'entraîneur du RVBC. Ils ont déroulé leur basket en deuxième mi-temps, ils ont trouvé beaucoup plus de solutions. Puis nous on a baissé d'un cran physiquement en deuxième mi-temps. Mais la première mi-temps est vraiment des choses intéressantes parce que si on arrive à avoir cette agressivité-là face à d'autres équipes, ça va forcément payer. Donc faut être dans le positif ce soir. Et ce qui aurait été bien, c'est d'avoir un match avec de l'adresse et on n'en a pas trop ce soir. Mais non, moi je suis vraiment satisfait du contenu, notamment défensif. Et puis sur le rebond, parce qu'on avait vraiment mis une priorité là-dessus. Donc les échéances qui arrivent sont importantes au niveau du rebond. Donc même si tu ne mérites pas d'en prendre 20 à la fin, mais franchement, la première mi-temps et toute la première partie, elle est vraiment intéressante.
4e défaite de suite en Ligue féminine pour les Lyonnaises. Elles reviendront sur leur parquet mercredi pour un match de Coupe d'Europe face aux Turcs d'Istanbul. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Place à la météo. Le ciel alterne entre éclaircies et nuages dès ce début de journée. Le temps reste calme, les températures sont stables et vous prévoyez ce matin 10 degrés à Fontenay-le-Comte, 11 pour Chantonnay, Pouzauges et du côté de La Roche-sur-Yon, 12 pour Montaigu, Saint-Fulgent et Saint-Michel-en-Lerme, 13 au Sable-d'Olonne et Saint-Hilaire-de-Riez, 14 degrés pour l'Île-Dieu. En début d'après-midi, le ciel se charge de nuages par le nord et une ligne d'averse balaie le département. Le vent pourrait souffler jusqu'à 70 km/h en front de mer. On aura au meilleur de la journée de 13 à 14 degrés, un peu au-dessus des normales de saison. Demain, il devrait y avoir des belles éclaircies, surtout en deuxième partie de journée. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. À suivre dans quelques minutes le jeu de la semaine. Un nouveau jeu à découvrir, c'est le jeu de la Vendée. Le gagnant ou la gagnante deviendra incollable et connaîtra parfaitement notre département. Un premier indice est à suivre donc dans quelques instants. Restez bien avec nous, mais restez aussi avec nous pour le journal des sports. C'est tout de suite. Bonjour Alexandre, tout de suite. Bonjour François. Bonjour Alexandre, je vous ai coupé. C'est l'heure du journal des sports donc, et on commence avec le 7e tour de la Coupe de France en football. Première affiche, vendredi soir, les Herbiers étaient opposés à Avranches au stade Massabielle. Et oui, c'est ça, une division d'écart entre les deux clubs, puisqu'Avranches, on le sait, est une équipe confirmée du championnat national, mais on le sait, il en faut bien plus aussi pour les Herbiers, qui sont bien habitués au parcours en coupe. Les Vendéens en rouge, les Normands sont en bleu et les premières occasions sont pour les visiteurs, mais manque de précision. 22e minute, les Manchots ont le ballon en contre-attaque. Dany Jean est bien servi, ouvre son pied pour tromper Théo Hamelin. Avranches ouvre le score, donc 1-0. Les hommes de Laurent David vont réagir dans la foulée. Coup franc excentré de Pierre Lavenant. On pense alors que c'est au fond, mais non, le ballon est passé juste au-dessus de la lucarne. La plus grosse occasion sera ensuite pour Jérémy Billy, mais ce dernier ouvre trop son pied. Avranches mène donc 1-0 à la pause. Au sortir des vestiaires, les Normands vont avoir l'occasion du break, mais Hamelin s'impose à chaque fois. Sur coup franc, le VHF est tout près de recoller, mais le portier adverse détourne au dernier moment. Et puis 78e minute, Valentin Rémy, entré en jeu, va délivrer les siens, frappe du droit des 25 mètres. Pleine lucarne, un but splendide, les Vendéens recollent. Un but partout, Massabielle pousse et 4 minutes plus tard, Billy est à la passe pour Rémy qui vient signer un doublé. Le VHF a retourné ce match en quelques minutes et mène 2-1. Les Avranchais jetteront leur dernière cartouche dans la bataille, mais Hamelin reste solide avec aussi la baraka. Victoire 2-1 des joueurs de Laurent David qui seront au 8e tour. Le coach herbretais était interrogé par Thibaut Grasset. Je suis fier d'eux parce qu'on a bien construit notre match et je pense que c'est pas illogique que l'on gagne. On fait une bonne première mi-temps. On a été pris sur 2-3 transitions. C'est ce que je leur ai dit à la mi-temps. On était dans le vrai, on avançait bien, on se créait des occasions. J'ai un groupe qui lâche pas. Donc ils ont continué, ils ont accéléré. On a mis l'adversaire sous pression. Les changements aussi ont fait du bien, notamment Val, bien sûr, mais parce qu'il a marqué, mais pas que lui. Je crois qu'ils ont tous apporté quelque chose. Et on a été là chercher. Ça s'est joué en 2 minutes, 3 minutes peut-être, mais voilà, ça fait partie du jeu et ça montre que moralement ils ont été très solide et très fort. On poursuit avec ce qui était la seconde affiche du 7e tour en Vendée samedi soir. La France d'Esnay Football accueillait Libourne. Et cette fois, 3 divisions d'écart entre les deux formations. Esnay évolue en régional 2, Libourne en national 2, 2 équipes en forme. Les Agésinates sont invaincus en championnat. Les Libournais sont co-leaders de N2. Et bien, la très grosse occasion de cette première période, on l'a vu, elle est pour Quentin Pajot qui bute sur le portier libournais. 0-0 à la pause, mais le match s'emballe au retour des vestiaires. Au duel, Quentin Pajot se défait de son vis-à-vis et manque de peu d'ouvrir la marque. 66e minute, Libourne à l'attaque. Thomas Hersault ne sort pas bien le ballon. Coutéry en profite. 1-0 pour les visiteurs, mais Esnay ne va pas lâcher. 86e, Barangé au coup franc. Le gardien adverse se manque, on peut le dire, et les Vendéens égalisent. Un partout, effusion de joie au stade municipal d'Esnay. La rambarde métallique du stade n'y résiste pas d'ailleurs. Esnay tient peut-être un exploit. On est dans le temps additionnel. Libourne a le ballon. Anthony Castera esselé et bien s'en sort. Ça termine au fond. Teddy Richard est bien trop court. Les espoirs à Agésinat sont douchés. Pourtant, les Vendéens auront la balle d'égalisation dans la foulée, mais Esnay est défait 2-1 et sort au 7e tour de cette Coupe de France. Philippe Guillotot, le coach, retenait surtout le positif, propos recueillis par Thibaut Grasset.
On savait que ça allait se dérouler comme ça. On avait fait une équipe un système relativement défensif. On savait qu'on allait accuser le coup pas mal. On s'est rendu compte qu'on n'était quand même pas si ridicule que ça. Aujourd'hui, ça fait quand même dans notre parcours, on a battu 2 R1. On a rivalisé avec une N2, même si c'était compliqué. Tout le monde a pris du plaisir. Ce qu'il faut retenir, c'est l'image que la FAF a laissée et a donnée aujourd'hui est représentative du football amateur vendéen. Et c'est ce que j'ai dit aux gars, il faut sortir fier. Déçu, il faut digérer, il faut être fier de ce qu'on a fait. Puis avant de passer à la suite, François, quelques images de basket quand même, vous l'avez peut-être suivi. Hier après-midi sur TV Vendée, La Roche-Vendée Basket recevait Bourges pour la 7e journée de Ligue féminine et le RVBC a longtemps tenu tête aux dauphins du championnat, irréprochable en défense dans le premier quart-temps. Les joueuses de Manu Body ont vu leur avance fondre petit à petit dans la rencontre, menée de 2 longueurs à la pause, 27-25. Les Tigresses n'arriveront ensuite pas à contenir les assauts répétés des Berruyères. Bourges va dérouler son basket et s'imposer 71-53. Prochain rendez-vous pour La Roche, c'est dès mercredi soir aux Oudéry en Eurocup, ce sera face à Istanbul. On reste à La Roche-sur-Yon, Alexandre, pour du tennis. Le tennis en Antillonnaise disputé hier après-midi, la 3e journée de Pro A chez les dames. Réception de Boulogne-Billancourt pour le TEY, 2 équipes co-leaders de leur poule et à l'issue des 4 simples, les Lyonnaises sont menées 3-1. Seul Théo Gravouille permet à La Roche de prendre un point avant les doubles que l'on voit ici sur le papier. L'affiche pouvait paraître déséquilibrée, le club parisien ayant notamment fait le déplacement avec la jeune pépite russe Mira Andreeva, 16 ans et 45e joueuse mondiale, associée en double à une autre joueuse d'expérience. La paire boulonnaise s'impose. Ici, vous le voyez, face à Marine Parto et Satchia Vikeri. Dans l'autre double, Théo Gravouille et Magali Kempen l'emporteront face à la seconde paire parisienne. Résultat final, le TEY s'incline 4-2. Je vous propose d'écouter le capitaine de cette équipe, Mathieu Incourt. C'était après la rencontre. Un peu déçu, on va dire. On n'était pas loin d'accrocher le match nul, notamment avec Magali qui perd au super tie-break et perd le deuxième set 7-6. Leur équipe 1 en double très très fort avec la jeune Andreeva qui est 50e mondiale en simple à peine, avec une joueuse d'expérience, Zvonareva. Sur papier c'était l'équipe la plus forte, mais on a failli les accrocher, on leur a fait peur je pense, et puis voilà, on n'était pas loin de faire le match nul et de voir plus. Et on poursuit avec du hand, Alexandre, du côté de Pouzauges. On jouait samedi soir la 10e journée de National 1 masculine. Le PVHB recevait Rennes. Le PVHB qui avait enfin lancé sa saison le week-end dernier voulait enchaîner à domicile salle de l'Étoile. Les hommes de Steve Berger vont pourtant mal débuter cette rencontre avec 3 buts encaissés d'entrée de jeu. Les Pouzeaugeais vont ensuite progressivement se remettre à l'endroit dans cette première période. Après un quart d'heure, les 2 équipes sont au coude à coude, 9 partout. Les Vendéens vont ensuite lentement perdre le fil et de nouveau se faire distancer avant la pause. Rennes mène au score 18-14 à l'issue des 30 premières minutes. Le début de deuxième n'est pas meilleur pour les locaux, mais le PVHB reste proche des Bretons. 18-21 aux abords des 20 dernières minutes, mais en face les Rennais ne lâchent pas et vont accentuer leur avance. Plus 5, plus 6 et jusqu'à plus 8 alors qu'il ne reste que 5 minutes à jouer. Les Pouzeaugeais ne reviendront pas, défaite 33-25 et surtout le PVHB ne gagne toujours pas à domicile, reste bon dernier de sa poule. La réaction du coach Pouzeaugeais, Steve Berger, c'était au micro de Sandrine Pelletier. On avait fait un pas en avant la semaine passée à Cesson en gagnant et en faisant un match plutôt cohérent. Et ce soir, on fait 2 pas en arrière. On perd, notre défaite est logique. On n'a pas été cohérent dans l'ensemble du match, que ce soit défensivement, offensivement. L'objectif, c'était de confirmer qu'on était capable de mieux jouer et en fait, on fait tout l'inverse ce soir. Donc, très, très déçu de ce match. Et puis avant de se quitter, je voulais vous proposer également quelques images d'équitation puisque ce week-end se déroulait le Jumping des Pays de la Loire. C'était à suivre du côté des Herbiers. Hier dimanche au parc équestre du Bocage se déroulait l'épreuve phare du concours. Ici le saut d'obstacle à 1,35 m. Au total, tout au long du week-end, ce sont près de 500 cavaliers qui se sont retrouvés sur les différentes épreuves. Et pour tout savoir, je vous donne rendez-vous dès ce soir dans 85 chrono, 18h45. Nous reviendrons sur ce jumping mais aussi sur tous les autres résultats sportifs du week-end avec également des images de la Martinique puisque les arrivées continuent de s'échelonner sur la Transat Jacques Vabre. Et nous y serons. Merci beaucoup Alexandre Le Naour. Place au jeu de la semaine.
Et ça vous parle forcément puisque nous avions reçu son créateur il y a à peu près 2 semaines sur le plateau de la matinale de TV Vendée, une édition spéciale Vendée, une façon ludique pour mieux connaître son territoire. Sur un plateau représentant le département, on se déplace à l'aide de pions pour répondre à l'une des 650 questions. 80 thèmes différents sont abordés au travers de photos, rébus, charades ou encore chansons, géographie, histoire, patrimoine. C'est assez complet et c'est pour tous les niveaux. Mais pour pouvoir retrouver ce jeu chez vous dans pas très longtemps, il y a une condition, c'est de répondre correctement à cette question. La voici la question. Qui a été élue navigatrice de l'année 2023 par la Fédération mondiale de voile? 5 indices tout au long de la semaine pour vous aider. Les images aussi pour vous aider, elles comptent aussi. Voici le tout premier indice. Donc, elle doit son titre grâce à sa victoire au Golden Globe Race au Sable d'Olonne. Sachez que d'autres indices arriveront d'ici vendredi si vous n'avez pas la réponse. Pour jouer, c'est comme d'habitude, c'est sur notre site internet tvvendée.fr. C'est aussi là où vous retrouverez donc l'essentiel des indices. Bonne chance à toutes et à tous. L'info revient à 12h30, ce sera avec Diane Delangle. La matinale, quant à elle, ce sera pour demain à partir de 7h. Vous en avez l'habitude, passez une excellente journée sur TV Vendée.